la poursuite de l'urbanisation qui a déjà atteint sous nos latitudes des extrêmes, eh ben, elle est impossible. On voit que l'urbanisation ne cesse d'augmenter et que toutes les statistiques disent que ça va continuer. Et on voit également que si on continue, ou en tout cas la situation actuelle est source de plein de crises socio-écologiques. Donc si on suit ces deux éléments, l'un et l'autre, c'est comme si on se disait on va faire que maintenir ou augmenter les crises socio-écologiques. C'est un peu ça votre diagnostic par rapport à l'urbanisation ? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça comme la façon dont je pose le problème dans le livre et dans l'exposition, c'est de dire qu'en effet, toutes les statistiques les plus officielles nous disent que l'urbanisation du monde, qui s'est accélérée depuis au moins 3 siècles, mais qui n'a fait que s'accélérer au cours de ces 3 siècles, qu'elle va se poursuivre, en gros, et que l'urbanisation du monde, c'est la manifest destiny de l'humanité. Plusieurs philosophes, sociologues, observateurs, etc. enfourchent d'ailleurs ce cheval ou ce constat en disant ça fait un moment qu'on est dans l'urbanocène et de toute façon ça va se poursuivre, c'est notre condition quelque part. Et en même temps, quand on examine, le futur, alors évidemment c'est pas aussi simple que le passé de scruter le futur, mais qu'on le scrute à l'aune des grandes problématiques ou préoccupations environnementales qui sont les nôtres aujourd'hui, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'érosion des sols, les tensions sur l'eau, etc. On peut pas se défendre du sentiment inverse, à savoir que la poursuite de l'urbanisation qui a déjà atteint sous nos latitudes des extrêmes, elle est impossible. Donc c'est comme ça que je résume un peu le paradoxe, c'est que on est au cœur d'une évolution qui paraît à la fois inévitable et impossible. Ce qui est un gros oxymore, quoi. Et c'est difficile de vivre une telle situation. Et pour essayer de réfléchir dans cette situation, il me semble que récapituler les histoires de ces deux grandes pratiques de domestication que sont l'agriculture, domestication des plantes, d'animaux, etc. Et puis d'un côté, et puis de l'autre côté, domestication des sociétés à l'intérieur ou sur des territoires avec lesquels elles sont entrées en coévolution et qu'elles ont progressivement terraformé, comme on aime dire aujourd'hui, que c'est éclairant. C'est éclairant. Donc le constat c'est un peu ça. C'est-à-dire comme on peut pas vraiment se dire qu'on va poursuivre de la même manière, et donc comment va-t-on se dépêtrer d'une évolution à la fois inévitable et impossible? Tout à fait. Si on regarde, disons une grille de lecture évidente aujourd'hui, c'est les limites planétaires. Si on regarde les limites planétaires, elles sont un peu toutes franchies, que ce soit à cause de l'agriculture ou de l'urbanisation, ou des deux. Quand on parle de cet urbain généralisé, on peut se dire où s'arrête la ville, où commence l'agriculture également. Est-ce que l'agriculture intensive quelque part dans un autre pays et au final un bout de Lausanne, un bout de Paris, un bout de Bruxelles. Donc c'est vrai que toutes les grilles de lecture montrent que l'architecture et l'agriculture sont un peu les deux piliers de transformation des écosystèmes, quoi. Oui, en gros, ces deux types d'activités fonctionnent de plus en plus, et ça fait déjà un moment, mais de plus en plus, à partir des mines, en gros.
si on peut peut-être résumer, c'est comme ça que je résume, sans doute de façon trop forte, la problématique aujourd'hui, c'est comment on va passer comment éloigner nos sociétés, relativiser la part d'usage des sols dont le modèle est la mine, pour aller vers un autre modèle, les rapprocher d'un mode d'usage des sols que représente le jardin. C'est-à-dire comment on va essayer de s'affranchir davantage des ressources dont le renouvellement ne se fait pas à l'échelle de l'histoire humaine, et comment on va se rapprocher, ou on va mobiliser davantage les seules ressources qui sont d'ailleurs des ressources au sens propre, c'est-à-dire des ressources capables de ressurgir, moyennant attention, prudence, amour même, comment on va davantage confier notre subsistance à ces ressources-là. Donc sortir autant que possible, on ne peut pas le faire complètement, du mode d'usage des sols que représente la mine pour se rapprocher du jardin. Alors on pourrait dire, l'agriculture, elle est dans le mode d'usage des sols du jardin depuis le début, puisque c'est quelque part son affaire. La culture du vivant, mais comme on sait tous, depuis au moins un siècle déjà, elle puise énormément. Elle est une énorme consommatrice d'énergie, soit directement pour la mécanisation des tâches, soit donc le machinisme en gros, soit par les intrants qui lui sont aujourd'hui nécessaires dans le mode de production industriel qui la déterminent et qui sont eux-mêmes ultra gourmands en énergie et aussi producteurs de toutes sortes de saloperies dont il faut, toutes affaires cessantes, essayer de diminuer les impacts. Et l'architecture, c'est un peu pareil. Le problème n'est pas exactement le même, mais disons que les usual suspects aujourd'hui des matériaux qui sont mobilisés par l'architecture, on peut nommer, l'acier, le béton et le verre, c'est des industries minières, qui dépendent de la mine très 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 largement et qui sont ultra consommatrices d'énergie et émettrices de gaz à effet de serre. Donc ces deux types d'activités aujourd'hui doivent, changer leur modèle, changer leur mode de production. Les modes de production doivent absolument changer. Donc c'est des révolutions considérables dans ces deux domaines-là. Il y a dans le champ de l'agriculture sont apparus, disons de la réflexion, de l'agronomie, sont apparus des discours depuis quelques décennies assez articulés sur ce qu'il faudrait faire ou comment on peut prendre ou envisager les choses autrement. C'est sans doute le cas aussi en architecture, mais en agriculture, c'est particulièrement articulé sous le nom d'agroécologie, sous le nom de permaculture, sous le nom d'agriculture régénérative, etc. Ont été formulés, ont été proposées des reformulations du problème de la culture du vivant, qui sont très instructives. Et puis l'objet un peu de cette exposition et de ce livre, c'était d'examiner les trésors de leçons qu'on pourrait puiser éventuellement, évidemment à condition de les transposer, puiser dans ces discours alternatifs sur l'agriculture.